I come with no other agenda than desperately trying to help people who are in need. And I see that as part of my role, is that... Je me souviens encore du moment précis où il est devenu évident que quelque chose d'inhabituel se produisait. Cela n'a pas commencé par une annonce officielle, un communiqué de presse, ni une photo divulguée accidentellement. Cela a commencé par un silence. Un silence trop lourd, trop pesant, trop soigneusement orchestré pour être le fruit du hasard. Cet après-midi-là, j'étais à Windsor, un lieu où le rythme quotidien de la vie royale est généralement si prévisible que même les moindres anomalies sont immédiatement perceptibles. Et c'était précisément ces anomalies qui s'accumulaient. Des gardes du corps soudainement postés à des endroits où ils n'auraient jamais été déployés en temps normal, des véhicules arrivant par des voies de service rarement empruntées, des conseillers soudainement injoignables. On aurait dit que le château lui-même retenait son souffle. Je n'ai pas tardé à comprendre qu'il ne s'agissait ni d'une erreur logistique, ni d'un changement de programme de dernière minute. Les schémas secrets que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, ceux qui révèlent une discrétion absolue au plus haut niveau, se sont manifestés un à un. Ce qui m'a le plus surpris, c'était le moment. William avait assisté à un événement de sa fondation à Londres ce matin-là où, comme toujours, il était apparu calme et professionnel. Pourtant, sous son calme apparent, j'avais perçu quelque chose d'indéfinissable, une sorte de détachement inhabituel, comme si son esprit était ailleurs. Ce n'est que plus tard que j'ai compris l'origine de cette expression. Et puis il y avait Harry. Le simple fait qu'il ait traversé le monde pour se rendre à Londres en toute discrétion était déjà exceptionnel. Mais le fait qu'il l'ait fait sans l'attention des médias, sans le soutien de sa famille, accompagné seulement d'un conseiller de confiance et de quelques gardes du corps, a immédiatement clarifié la situation. Il ne s'agissait pas d'une simple visite. C'était une entreprise risquée et périlleuse. Une chose qu'on ne fait que lorsque l'enjeu émotionnel dépasse la peur de l'échec. Quand j'ai enfin reçu la confirmation que les deux frères se trouvaient dans l'enceinte de Windsor, j'ai eu l'impression d'assister à un moment que tous pensaient à jamais révolu. 5 années de silence, ponctuées d'interviews, d'accusations, de livres et de spéculations interminables, les avaient séparés à jamais aux yeux du monde. Et pourtant, les voilà tous deux dans le même domaine, en terrain neutre, tous deux en route pour Adelaide Cottage. Un lieu dont la simplicité même, l'intimité et l'éloignement des salons officiels de Buckingham et de Kensington indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre institutionnelle. C'était un moment humain, un moment fraternel, même si ce mot leur avait paru bien loin ces dernières années. Ce qui me frappa le plus, c'était le calme absolu des lieux. Les allées étaient désertes, le personnel se tenait discrètement à distance. Comme si chacun comprenait que l'atmosphère autour de la maison était trop fragile pour être perturbée. À la tombée du soir, tandis que les longues ombres de Windsor s'allongeaient, je ressentis une tension presque palpable. Chaque détail, les lumières allumées dans le salon, les rideaux tirés, les 2 tasses à thé vides sur un plateau, semblaient murmurer qu'une scène cruciale allait se produire. J'ai essayé d'imaginer ce qu'ils avaient dû ressentir. William conditionnait toute sa vie à maîtriser la situation, à se contenir, à assumer des responsabilités non choisies, mais héritées. Et Harry qui avait choisi la fuite, la liberté et une nouvelle identité en dehors de ce cadre qu'il avait façonné. Comment 2 hommes nés le même jour, partageant la même douleur, les mêmes souvenirs de leur mère, allaient-ils se retrouver face à face étrangers, l'un à l'autre porteurs du même ADN ? Voir la voiture d'Harry franchir le dernier portail de sécurité rendit tout soudainement tangible. Le bruit des pneus sur le gravier était plus fort que d'habitude. Il y avait quelque chose de définitif. Non pas que cette rencontre allait tout résoudre, mais parce que c'était la première fois depuis des années qu'ils choisissaient de se faire face sans caméra, sans conseiller, sans pression publique. Je pouvais presque sentir leur tension à travers les murs. Car quels mots prononcer après tant d'années, quelles blessures dévoiler en premier ? Ce qui m'a peut-être le plus marqué ce soir-là, c'est de réaliser que nous étions face à un de ces rares moments où l'histoire ne se joue pas au grand jour, mais derrière une simple porte en bois. Et c'est précisément pour cette raison que l'événement paraissait plus important que n'importe quelle cérémonie publique. Là se tenaient 2 hommes qui, au-delà de leur titre, restaient frères. 2 hommes qui, malgré tout, partageaient un passé que nul autre ne pourrait jamais pleinement comprendre. Je me demandais s'il réalisait combien de personnes au Royaume-Uni comme ailleurs espéraient que ce soit un premier pas vers une forme de réconciliation. Non pas vers une harmonie parfaite car cette époque était révolue, mais peut-être vers une forme de paix, vers la possibilité que leurs enfants puissent un jour se retrouver ensemble dans une pièce sans tension. Et tandis que le soleil disparaissait complètement derrière les arbres, une seule question me taraudait: que se passerait-il si cette conversation échouait ? Mais surtout, que se passerait-il si, pour la première fois depuis des années, elle aboutissait ? En repensant aux semaines précédant cette réunion, j'ai presque l'impression que tous les signes étaient là sous mes yeux depuis le début. Mais je n'ai pas su les déchiffrer avant qu'il ne soit trop tard pour prétendre à une coïncidence. Tout a commencé subtilement, presque imperceptiblement.
De légers changements d'horaire, des silences inexpliqués entre les membres du personnel et surtout un changement dans la façon dont William et Harry répondaient aux questions sur les liens familiaux. C'était comme une pulsation sous-jacente, une tension qui n'était plus seulement un conflit, mais aussi un désir silencieux de quelque chose que l'on tenait autrefois pour acquis le lien. J'ai aperçu les premières fissures dans la façade imperturbable et sereine de William lors d'une visite à Manchester. Il se tenait là comme toujours professionnel, thé ouvert, mais à un moment donné, un adolescent lui a demandé si le pardon était possible lorsqu'on avait été publiquement blessé. La question ne concernait pas Harry, mais le silence pesant qui a précédé sa réponse en disait long. J'ai vu dans ses yeux que le sujet le touchait plus profondément qu'il ne voulait le montrer. Sa réponse fut diplomatique, presque distante, mais je savais que ces mots le hanteraient plus tard, lorsqu'il serait seul. C'était comme si cette simple question avait ouvert une fenêtre sur tout un bagage émotionnel enfoui depuis des années. Chez nous, je le sais maintenant, cette question était abordée bien plus souvent que nous, simples visiteurs, ne pouvions l'imaginer. Catherine avait ce don remarquable de poser les questions justes sans jamais imposer sa vision. Elle lui aurait demandé ce qu'il voulait raconter à ses enfants au sujet de leur oncle, un homme qui avait été presque comme un frère jumeau. Que leur apprendrait-il sur les liens familiaux, sur la loyauté, sur la capacité à chercher à comprendre? Malgré la douleur, je revois William assis là, le regard perdu par la fenêtre d'Adelaide Cottage, tandis que George, Charlotte et Louis jouent dehors conscients que ses propres enfants lui poseront un jour les mêmes questions que cette petite fille de Manchester. Veut-il qu'il sache qu'il s'est accroché à la colère ou qu'il a eu le courage au moins d'essayer? Mais à l'autre bout du monde, en Californie, une situation similaire se déroulait. Ces dernières années, Harry semblait plus libre, plus détendu, plus ouvert émotionnellement. Pourtant, lors des interviews et des apparitions publiques, il y avait toujours ce moment où son visage se décomposait dès que son frère était mentionné. Non pas par agressivité, mais par une douleur proche du chagrin. Ses mémoires lui avaient permis de tout dire enfin, mais ne lui avaient pas apporté la paix. Au contraire, les murs s'étaient dressés, l'écho résonnait plus fort. Même Meghan, qui l'avait toujours encouragé à choisir sa propre voie, aurait vu qu'il manquait quelque chose, une chaîne invisible qui le retenait encore à son ancienne vie. Non pas l'institution, non pas la couronne, mais son frère. Durant sa thérapie, et Harry n'a jamais caché son parcours, il aurait été confronté à une vérité difficile qu'il est possible d'être blessé et d'avoir blessé, que les deux peuvent être vrais simultanément, que la guérison ne consiste pas à avoir raison mais à comprendre où tout a dérapé. Et c'est précisément dans ce processus qu'une troisième influence allait apparaître de façon inattendue, la princesse Anne. Elle n'était pas connue pour sa tendresse, mais c'est sans doute précisément ce qui rendait ses paroles si percutantes. S'attachant toujours à voir au-delà des émotions et des sentiments, elle leur aurait posé individuellement une simple question: que penseront vos enfants de tout cela dans 10 ans? Aurez-vous envie de dire plus tard que vous n'avez même pas essayé de poser la première pierre d'un pont? Avec le recul, je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non pas parce qu'Anne l'a dit, mais parce qu'elle a mis des mots sur ce que tous deux ressentaient depuis longtemps, sans oser l'admettre. Leur conflit les dépassait. Il ne s'agissait plus seulement de Meghan, des médias, de l'institution ou des chemins différents qu'ils avaient empruntés. Il s'agissait d'héritage, de comportements exemplaires, de savoir si leurs enfants grandiraient avec le récit d'une rupture ou celui de deux hommes adultes ayant au moins tenté de réparer les dégâts. À partir de ce moment, la discrétion devint primordiale. Fini les communications par l'intermédiaire de conseillers, place à la communication directe. Les informations étaient filtrées selon des agendas plus complexes que ceux de la plupart des chefs d'État. On choisit un lieu ni trop symbolique, ni trop chargé de connotations, ni trop institutionnel. Et surtout, il fut décidé que personne, absolument personne, ne devait être au courant. Le cercle de confiance était plus restreint que jamais. Les mesures de sécurité déjà strictes furent renforcées jusqu'à atteindre un niveau quasi militaire. Et puis il s'est passé autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti aussi fortement auparavant, un changement de ton insidieux. Dans les semaines précédant la rencontre, William parlait avec plus de calme de sujets qui l'affectaient visiblement auparavant. Harry. Il ne faisait plus de distinction entre attitude défensive et passionnelle dans ses apparitions publiques. Il paraissait même parfois réservé, comme conscient du pouvoir irrévocable des mots prononcés. La tempête qui faisait rage entre eux depuis des années semblait planer au loin, comme si pour la première fois, elle ne se rapprochait pas mais s'éloignait. Avec le recul, je crois que la rencontre avait déjà commencé avant même qu'ils ne se voient, que la réconciliation n'a pas débuté lorsque la voiture d'Harry a atteint le chemin de gravier d'Adelaide Cottage, mais dès les premières questions, les premiers doutes et les longues conversations qui avaient rongé leur fierté des semaines auparavant. Que le chemin vers cette maison n'était pas seulement une question de kilomètres, mais aussi de prise de conscience, de peur et de moments inattendus de sincérité envers soi-même. Et pourtant, une grande question planait sur tout: était-il prêt à se faire véritablement face? Ou ce voyage allait-il se terminer par une nouvelle déception qui ne ferait qu'aggraver le fossé?
Quand la voiture d'Harry s'arrêta enfin devant Adelaide Cottage, l'air sembla se figer. Je n'étais pas assez près pour voir leur visage, mais je pouvais presque sentir la tension comme si tout autour, les arbres, les pierres, les murs, étaient immobiles pour ne pas perturber l'instant. C'était un silence non pas vide mais chargé d'une énergie particulière. Un silence qui n'apparaît que lorsque deux personnes sont sur le point de faire quelque chose qui pourrait changer leur vie. Et puis la porte s'ouvrit. Harry s'avança d'un pas à la fois déterminé et nerveux. Sa posture trahissait une vulnérabilité que je lui avais rarement vue depuis son départ pour la Californie. Ses épaules étaient crispées, son regard tendu comme s'il hésitait entre une conversation et une confrontation. Sa démarche même me rappelait celle d'un soldat en terrain inconnu, alerte, prudent mais conscient qu'il n'est plus possible de faire demi-tour. À l'intérieur, William attendait. Non pas en grande tenue, non pas dans une pièce symbolique chargée d'histoire, mais dans une pièce simple avec 2 chaises et une table où le thé commençait à refroidir. Les mains jointes, le visage crispé, il dissimulait des émotions qu'il avait peut-être refoulées pendant des années. J'imagine son cœur battant la chamade, sa gorge nouée, dès qu'il entendit des pas dans le couloir. Combien de soirs ces dernières années avait-il dû se demander comment cette rencontre allait enfin commencer, ou même si elle était possible. Leur première rencontre fut tout sauf chaleureuse. C'était formel, presque guindé. Pas d'étreinte, pas de poignée de main. Juste un hochement de tête discret mais significatif, comme s'ils savaient tous deux qu'un geste trop ample risquait de rompre leur fragile équilibre. Il était douloureux d'imaginer à quel point ils étaient désormais séparés, eux qui, dans leur jeunesse, avaient été presque inséparables. 2 garçons qui avaient marché derrière le même cercueil, partagé les mêmes chambres, éprouvé les mêmes peurs. Et maintenant, ils restaient là immobiles, comme s'ils devaient réapprendre à déchiffrer les expressions de l'autre. Harry prit la parole le premier d'une voix douce mais maîtrisée. Un simple « merci », ni plus ni moins. Une ouverture, pas encore un lien. William répondit à son tour ces mots contrôlés, mais non froids. Il reconnut que la présence d'Harry était une bonne chose. Derrière leurs échanges polis, je percevais une vérité sous-jacente. Il ne s'agissait pas d'une simple rencontre, mais d'un grand saut dans l'inconnu pour tous deux. Ce qui suivit fut un silence interminable. Un silence qui tentait d'exprimer ce qu'aucun d'eux n'osait dire à voix haute. Harry jeta un coup d'œil autour de la pièce, peut-être pour se donner le temps. William restait droit comme s'il s'accrochait à une posture qu'il avait accompagnée pendant des années d'événements publics. Mais sous cette apparente sérénité se cachait autre chose, un regard qui trahissait presque aussitôt qu'Harry lui manquait même s'il avait du mal à l'admettre. Lorsqu'ils s'assirent enfin, ils se comportèrent comme s'ils étaient en terrain inconnu. La table était assez large pour leur laisser de l'espace, mais assez petite pour qu'ils puissent entendre leur respiration. J'imagine leur esprit en ébullition. Leurs vieilles habitudes allaient-elles aussitôt ressurgir? L'irritation allait-elle finir par les gagner? Ou allaient-ils découvrir que malgré tout, ils désiraient comprendre quelque chose l'un de l'autre? Le premier sujet abordé n'avait rien d'explosif. Il était même presque banal. Ils parlèrent des enfants. Le point de départ le plus sûr, le moins explosif. George et Charlotte, Archie et Lilibet. Aucun reproche, aucune tension, juste une exploration prudente. Comme s'ils cherchaient à savoir s'il existait encore un terrain d'entente, quelque chose qui avait résisté aux ruptures de ces dernières années. Pourtant, à l'écoute des silences entre leurs mots, je sentais la fragilité de cette ouverture, car derrière chaque affirmation factuelle se cachait un océan de chagrin. William avait à peine vu les enfants de Harry. Harry connaissait ceux de William davantage par les médias que par des rencontres directes. Quel impact cela devait-il avoir sur 2 frères de réaliser cela? Combien de temps perdu une simple conversation pouvait-elle rattraper? Après avoir trouvé un terrain sûr, ils osèrent s'aventurer un peu plus loin. Mais la progression était lente. Chaque mot était choisi avec soin comme des pierres soigneusement posées pour éprouver leur capacité à supporter le poids des émotions. Ils ne parlaient pas encore des événements douloureux, pas encore des interviews, des livres, des accusations. Cela viendrait plus tard. Il fallait d'abord poser les fondations, aussi fragiles fussent-elles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que leur regard en disait plus long que leurs paroles. William le regarda d'un air qui semblait dire « Es-tu toujours le frère que j'ai connu ?» Et Harry lui rendit son regard comme pour dire « Veux-tu encore essayer malgré tout ce que je t'ai fait et tout ce que tu m'as fait ?» C'était une rencontre où leur fierté se heurtait sans cesse à leur désir de rédemption. J'ai senti que ces premières minutes étaient cruciales. Non pas parce qu'elles allaient tout régler immédiatement, mais parce que c'était le moment où ils pouvaient décider de partir ou de rester. Et ils sont restés. Malgré la tension, malgré la douleur, malgré les années de séparation. Cela seul indiquait que la porte, aussi lourde fût-elle, avait enfin trouvé une brèche. Mais tandis que je repasse en revue leurs premières phrases hésitantes, une question lancinante persiste: que se passe-t-il lorsque les mots polis s'épuisent et que les émotions réelles prennent leur place? Dès que leur première politesse hésitante s'était dissipée, une tension presque palpable s'était installée dans la pièce. Comme si William et Harry savaient qu'ils ne pouvaient plus tourner autour du pot. Les phrases hésitantes, les sujets consensuels, les sourires défensifs.
Il ne pouvait pas tenir plus longtemps avant que les vrais mots ne finissent par éclater. Et c'est exactement ce qui se produisit. Pas d'un coup, pas avec des cris ou des accusations, mais dans un processus lent et douloureux, chacun ôtant une couche de ses défenses soigneusement érigée. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont la conversation a basculé suite à une simple question de William. Il n'a pas demandé à Harry pourquoi il était venu pour des raisons pratiques, ni à propos des horaires de vol ou de l'urgence. Il a demandé « Qu'est-ce que tu espères vraiment accomplir en étant ici ?» C'était une question si intime que paradoxalement, elle pouvait être perçue comme une agression. Car pour y répondre, Harry devait admettre quelque chose qu'il avait gardé secret pendant des années, son frère lui manquait. Il regrettait, peut-être pas ses choix, mais la distance qu'ils avaient engendrée. J'imagine Harry pesant ses mots, à cet instant conscient qu'un seul mot de travers pouvait faire dérailler la conversation avant même qu'elle n'ait commencé. Lorsqu'il a finalement répondu, sa voix était sans doute différente de celle qu'il avait lors d'interviews ou de discours. Ni sur la défensive ni en colère, mais fatigué. Il a parlé de leur mère, de l'importance qu'elle avait toujours accordée à la nécessité de se protéger mutuellement. Il a reconnu qu'il ne l'avait pas toujours fait, qu'il s'était senti guidé par la peur, par la pression médiatique, par le besoin de se protéger et de protéger sa famille, mais qu'avec le recul, il comprenait que sa quête de vérité avait aussi causé du tort. C'est à ce moment précis que la tension dans la pièce ne se dissipa pas vraiment, elle se transforma. D'un état de repli sur soi, elle laissa place à une forme de fragilité. William ne réagit pas immédiatement. J'imagine qu'il prit une profonde inspiration non par colère, mais parce qu'il savait que ses paroles auraient désormais autant de poids que celles de Harry. Lorsqu'il prit enfin la parole, ce fut comme s'il se libérait d'un fardeau qui pesait sur ses épaules depuis des années, un fardeau qu'il n'avait pu partager car son rôle exigeait de lui qu'il soit toujours le fort, le silencieux, le responsable. Il confia à Harry qu'il se sentait trahi non seulement par le livre ou les interviews, mais aussi par le fait qu'Harry, qui avait toujours affirmé qu'il formait une équipe, ait soudainement choisi une voie remettant publiquement en question tout ce que William était censé représenter. Et pendant ce temps, en tant que futur roi, il n'aurait jamais la même liberté. William exprima alors une chose que je peux aisément imaginer, il était non seulement en colère, mais aussi jaloux. Jaloux de la liberté qu'Harry s'était procurée, une liberté que William lui-même n'aurait jamais. Et c'est à ce moment précis que la première véritable fissure apparut dans leur vieux mur, car il ne s'agissait pas d'une accusation mais d'une honnêteté qu'ils ne s'étaient jamais accordée auparavant. Deux frères prisonniers de rôle qui les avaient séparés reconnurent enfin à voix haute qu'ils avaient été à la fois victimes et bourreaux. À partir de ce moment, la conversation s'intensifia. Non pas dans la colère, mais avec une urgence palpable. On avait l'impression que des années de remarques de frustration et d'émotions inexprimées se rejoignaient enfin en mots. Ils parlèrent de Meghan, mais pas de la manière dont les tabloïds aiment à la présenter. Ils parlèrent de malentendus, de moments où personne n'était intervenu, d'occasions manquées, de la crainte qu'un conflit avec une seule personne ne dégénère en conflit familial. Des modes de communication institutionnels qui rendaient tout contact personnel impossible. De la difficulté de se percevoir comme des êtres humains lorsque l'institution les enfermait constamment dans des rôles dont ils ne pouvaient s'échapper. Pourtant, la tension est remontée par moments. Harry a demandé pourquoi personne ne l'avait protégé des fausses informations parues dans la presse. William a demandé pourquoi Harry avait choisi de révéler publiquement des détails douloureux. À ces instants-là, on aurait dit qu'ils étaient de nouveau en désaccord, mais cette fois, ils ont refusé de se séparer. Ils sont restés, ils ont écouté, même quand écouter était pénible. Et puis un événement inattendu se produisit, ils rirent brièvement, presque timidement, lorsqu'un souvenir d'enfance refit surface. Quelque chose de simple, d'innocent, un regard, un sourire. Cela révéla qu'au-delà des disputes, des déceptions et des reproches, un lien subsistait. Peut-être pas celui qui avait marqué leur enfance, mais le fondement d'une relation nouvelle. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont la conversation s'est terminée. Non pas par une réconciliation totale, les dégâts étaient trop importants, la douleur trop profonde, l'histoire trop complexe. Mais ils ont abouti à un espace où les mots n'étaient plus des armes mais des instruments. Un espace où ils ne cherchaient plus à avoir raison mais à comprendre. Ils ont reconnu qu'ils n'étaient plus frères, comme avant, mais que peut-être ils pourraient le redevenir sous une autre forme. Une fraternité où l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que le silence. Mais alors que je pensais qu'ils avaient dit tout ce qu'il y avait à dire, une question persistait. Une question qui pourrait bien être au cœur de toute leur histoire. Deux hommes façonnés par la même enfance mais transformés par des mondes différents. Peuvent-ils un jour apprendre à se faire confiance à nouveau ? Lorsque la conversation s'interrompit enfin, non par manque de mots, mais par épuisement émotionnel, un silence s'installa à Adelaide Cottage plus profond que tout ce qui l'avait précédé. Ce n'était pas un silence pesant, pas un silence qui menaçait de se muer en reproche ou en distance.
C'était un silence comme si deux personnes avaient enfin vidé leurs poumons après des années de retenue. Et c'est précisément pourquoi l'atmosphère de cette pièce semblait si étrange, presque nouvelle. Comme si William et Harry avaient besoin de se reconnecter à eux-mêmes maintenant que la tempête était retombée. Je les imagine tous deux contemplant leur tasse de thé froide, comme si ces petits objets étaient les seuls à être restés inchangés ces dernières heures. Harry aurait peut-être caressé le bord du thé du bout des doigts, une habitude qu'il avait toujours pour se calmer. William aurait sans doute redressé le dos, adoptant cette posture automatique de celui qui a appris à ne jamais s'affaisser, même fatigué. Mais derrière ces détails physiques se cachait un sentiment plus profond, un soulagement, timide, fragile, mais authentique. Les heures qui suivirent la conversation furent peut-être plus significatives que les mots eux-mêmes, car les mots peuvent être maîtrisés, pesés, choisis. Le silence, lui, ne le peut pas. Le silence trahit ce qui subsistait réellement. Et en l'occurrence, ce n'était plus de la colère, plus d'hostilité, mais un mélange de confusion, de soulagement et surtout d'épuisement. Un épuisement émotionnel qui ne peut survenir que lorsque deux personnes cessent enfin de se battre pour avoir raison et commencent à reconnaître qu'elles sont toutes deux blessées. William fut le premier à se lever, je suppose. Non par gêne, mais parce qu'il savait que toute conversation a une fin et qu'il vaut mieux s'arrêter juste avant que la tension ne devienne insupportable. Harry le comprendrait, mieux que quiconque peut-être. J'imagine que leur regard était différent de ceux qu'ils avaient eus en entrant. Toujours froid, toujours distant, mais plus doux, moins figé. Comme si les murs qu'ils avaient érigés autour d'eux commençaient enfin à se fissurer. Quand Harry partit et que la porte se referma derrière lui, toute la maison sembla différente. Comme si un poids s'était envolé des murs. Comme si Adelaide Cottage avait abrité quelque chose d'important pour la première fois depuis des années, un pas si petit soit-il vers la guérison. Et tandis que la voiture s'éloignait lentement sur le gravier, même le bruit parut plus doux, moins strident qu'à son arrivée, comme si la tension palpable dans le gravier s'était dissipée. Mais le véritable écho de cette nuit ne se fit sentir que lorsque la nouvelle, ou plutôt l'absence de nouvelles, se répandit dans les couloirs du palais. Car dans un monde où tout fuite, où chaque conversation, chaque geste, chaque regard est capté par le personnel, les initiés et les journalistes à sensation, c'est précisément le silence qui frappa. Et ce silence était plus assourdissant que n'importe quel communiqué de presse. Aucun démenti, aucune confirmation, aucune explication, seulement l'absence. Pour les conseillers royaux, c'était un signal fort. Si William avait voulu que cette conversation n'ait jamais lieu, il l'aurait immédiatement démenti. Si elle s'était mal terminée, des signes de tension auraient été perceptibles. Mais rien ne se produisit. Les attachés de presse gardèrent le silence. L'agenda du palais fut légèrement modifié sans nervosité apparente. Et cela en soi était révélateur. Quelque chose de similaire s'est produit du côté de Harry. Meghan savait que cette conversation était importante, mais elle ne s'attendait pas à un impact aussi profond. Son expression à son retour, ce mélange de soulagement, de protection, mais aussi de crainte, me laisse penser que cette rencontre était à la fois porteuse d'espoir et angoissante pour elle. Porteuse d'espoir car Harry avait enfin l'occasion d'exprimer ce qui l'avait enfermé pendant des années. Angoissante car tout rapprochement avec sa famille risquait de réveiller d'anciennes insécurités et peurs. Mais elle n'a posé aucune question pressante. Elle a écouté, et c'était précisément ce dont Harry avait besoin à ce moment-là. Les enfants, eux aussi, étaient, sans le savoir, témoins de ces conséquences silencieuses. Le lendemain de son retour à la maison, le regard d'Harry en voyant Archie et Lilibet aurait été différent. Et William, qui emmena George à l'école le lendemain matin, le fit peut-être avec un cœur plus tendre que la veille. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que quelque chose avait commencé. Quelque chose de ténu mais d'indéniable. Ce qui m'a le plus interpellé, ce sont les petits signes qui ont suivi. William, qui lors d'une visite de travail quelques jours plus tard, n'a pas sourcillé lorsqu'on lui a demandé comment allait sa famille. Il a esquissé un sourire bref, presque imperceptible mais sincère. Harry, qui lors d'un événement en Californie n'a pas esquivé les questions sur sa famille, mais a simplement répondu calmement que certaines choses prennent du temps. Ce sont précisément ces infimes changements qui montrent que quelque chose est en train de changer discrètement. Non pas pour les caméras, non pas pour les journaux, mais dans le cœur de deux frères qui pendant des années ne se sont considérés que comme des adversaires. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce silence après leurs paroles était plus éloquent que n'importe quel geste de réconciliation publique. Car le silence est un espace pour réfléchir, un espace pour respirer, un espace pour réessayer sans jugement immédiat. Et c'est peut-être là l'enseignement le plus important de cette nuit, la guérison commence rarement par une grande déclaration, mais par le choix de ne pas fuir. Mais une question m'a hanté pendant des jours, ce silence est-il le signe avant-coureur d'un nouveau dialogue ou simplement un répit avant la prochaine tempête ? Dans les jours et les semaines qui ont suivi cette soirée si intense à Adelaide Cottage, je me suis surprise à me poser sans cesse la même question que signifie
Une simple conversation, une simple rencontre dans une histoire si profondément marquée par la douleur, les espoirs et les chapitres inachevés. Car s'il est facile de croire qu'une seule nuit peut tout changer, je sais que la véritable réconciliation ne naît pas d'un instant précis, mais d'une série de décisions souvent difficiles où chacun choisit sans cesse le rapprochement plutôt que la distance. Et c'est précisément là, dans cet intermède invisible entre passé et futur, que j'ai commencé à saisir la véritable portée de leur rencontre. Les premiers jours furent empreints de silence. Non pas le silence pesant des années précédentes, mais un silence hésitant comme une introspection. Une sorte d'entre-deux où rien n'est définitif, mais où rien n'est perdu non plus. Je le remarquais dans la façon dont William se déplaçait lors de ses apparitions publiques. Il restait l'héritier serein, l'homme qui porte les espoirs de la nation d'une main de fer. Mais une différence subtile transparaissait dans son expression, comme si un fardeau s'était allégé ou peut-être partagé. Non pas résolu, ce serait naïf, mais reconnu. J'ai observé un phénomène similaire chez Harry. À son retour en Californie, j'ai perçu chez lui une perspective différente sur le monde qu'il s'était construit, comme si une brèche s'était ouverte, une brèche qu'il n'avait pas anticipée. Une brèche vers un passé qu'il ne souhaitait plus rejeter entièrement, mais qu'il ne pouvait pas non plus simplement embrasser. Dans les interviews suivantes, j'ai remarqué qu'il ne réagissait plus sèchement lorsqu'on évoquait sa famille. Il choisissait ses mots, avec plus d'attention, moins de véhémence, moins d'agressivité. Non pas par peur, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il osait espérer. Et cela le rendait prudent. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ce changement s'est manifesté, non seulement entre eux, mais aussi au sein de leur famille, dans leur rôle et leur façon de penser. Catherine, d'ordinaire si discrète, semblait plus soulagée dans son rôle de soutien. Elle n'avait jamais été à l'origine du conflit, mais avait porté le poids de la distance et de l'incompréhension pendant des années. À présent, elle rayonnait d'un optimisme prudent, comme si elle entrevoyait enfin ce qu'elle avait longtemps espéré, que ses enfants puissent enfin avoir un avenir où leur oncle ne serait plus une ombre, mais un être humain de chair et de sang. De l'autre côté de l'océan, j'ai perçu chez Meghan une complexité plus grande. Sa fierté envers Harry était indéniable. Elle comprenait la valeur de son engagement, mais elle portait aussi ses propres cicatrices, des cicatrices qui ne disparaissent pas simplement parce que deux frères se sont enfin reparlés. Pour elle, cette conversation a dû être à la fois libératrice et menaçante. Libératrice car Harry avait enfin l'espace nécessaire pour guérir. Ménacante car tout rapprochement pouvait faire ressurgir d'anciennes peurs. Pourtant, son attitude était bienveillante peut-être parce qu'elle savait que cette conversation concernait avant tout Harry et son frère, bien plus que son propre vécu. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la façon dont cette conversation a peu à peu esquissé l'avenir sans qu'aucun accord concret ne soit conclu. Il n'y avait ni plan, ni calendrier pour les discussions de suivi, ni promesse d'apparition commune. Mais il y avait autre chose, une intention. L'intention de ne pas rouvrir les vieilles blessures. L'intention de ne pas laisser l'autre se figer dans les caricatures que les médias se plaisaient tant à dépeindre. L'intention au moins de rester ouvert, aussi ténue soit cette ouverture. Je l'ai constaté dans la réaction de William lorsqu'on l'a interrogé sur sa famille lors d'une promenade au pays de Galles. Au lieu d'esquiver la question comme il l'avait fait pendant des années, il a déclaré avec prudence mais sincérité qu'il souhaitait, à son frère et à sa famille, tout le meilleur. Ce n'était pas une déclaration grandiose, mais elle était sincère. Pour un homme qui était resté silencieux pendant des années, par obligation, c'était un signe significatif. Harry lui aussi envoyait des signaux. Une photo chez lui en Californie, discrètement visible en arrière-plan d'une interview vidéo, le montrait avec William riant ensemble, enfants. Une image qu'il avait jusque-là délibérément évité de montrer. Puis quelques mois plus tard, leur présence inattendue au même événement caritatif. Pas de photos communes, pas d'interaction publique. Mais le simple fait qu'ils se soient retrouvés dans la même pièce, sans que la tension ne soit palpable, en disait plus long que n'importe quel geste. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était que l'avenir à ce moment précis restait une grande inconnue, car leur conversation n'avait rien résolu. Les blessures, ce n'était pas cicatrisé. L'histoire n'avait pas été réécrite. Leurs vies étaient toujours radicalement différentes, leurs rôles presque incompatibles. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était plus une ligne de démarcation définitive, mais un défi. Quelque chose qui ne serait peut-être pas résolu, mais qu'on pouvait surmonter. En repensant à cette unique lumière du soir qui filtrait à travers les fenêtres d'Adelaide Cottage, je comprends maintenant que j'ai assisté à la naissance de quelque chose d'inexprimable en une seule phrase. Non pas une réconciliation, non pas un retour au passé, mais quelque chose de plus humain, de plus réaliste. Quelque chose qui laisse place à l'épanouissement, aux erreurs, aux nouveaux échanges, aux silences nouveaux. Et c'est peut-être là la question la plus importante qui demeure aujourd'hui. Deux hommes marqués par la même tragédie mais séparés par des mondes différents peuvent-ils lentement construire un nouveau type de lien familial fondé, non pas sur la perfection mais sur l'honnêteté? Car s'il y a une chose que cette nuit m'a apprise, c'est bien celle-ci. Parfois, une seule conversation ne suffit pas à réparer le passé, mais elle suffit à rendre l'avenir possible.